Hop, hop, hop. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui ce matin à 9h30. Aujourd'hui on reçoit, Olivier Massa, pour nous parler donc, du webinaire «Quels sont les critères de choix pour choisir son conseil en protection sociale?» Bonjour Olivier, je vais te laisser te présenter et puis nous expliquer tout ça. Oui, bonjour Margot. Donc, merci pour cette invitation. Effectivement, nous allons ce matin évoquer dans 45 minutes le, le rôle, le choix d'un courtier et d'un conseil et essayer aussi de décrypter quelles sont véritablement ses missions, quelle est sa valeur ajoutée. Répondre à certaines de vos questions parce que parfois le conseil peut euh, être mal perçu ou en tout cas on a parfois du mal à comprendre ce qu'il fait. Donc mon objectif ce matin c'est de bien vous détailler le détail des missions d'un conseil et les atouts que ça peut vous apporter dans le cadre du pilotage de vos régimes de protection sociale. Voilà, donc on va commencer. Alors moi, j'avais déjà une petite question avant de commencer. Est-ce que parmi nos auditeurs, certains ont déjà ne connaissent pas du tout le rôle ou d'un courtier, qu'il soit en protection sociale ou dans le dommage ou en IRD? Est-ce que c'est des sujets aujourd'hui qui sont maîtrisés par tous ou est-ce que vous voyez plutôt comme une strate supplémentaire dans le domaine de l'assurance? Ça, c'est une première question. Alors, si je n'ai pas de réponse, en tout cas, je vais essayer d'apporter, moi, des premières réponses. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et rentrer simplement déjà sur des modalités très simples sur qu'est-ce qu'un conseil en protection sociale. Alors, la protection sociale, bien évidemment, je rappelle que je suis le directeur général de GEREP. GEREP, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage et la mise en place de systèmes de protection sociale en santé, en prévoyance, en épargne retraite et en épargne salariale. En tant que conseil, nous avons deux expertises, on va dire la mise à disposition d'experts techniques pour construire vos dispositifs et les piloter, et puis une expertise gestion très forte dédiée à la mise en place d'outils digitaux pour les utilisateurs qui sont les assurés et qui sont on va dire les bénéficiaires du contrat d'assurance et les salariés de l'entreprise. Alors, un courtier, aujourd'hui, il est mandaté par un client, par une entreprise. Ça veut dire que c'est là où il faut être très vigilant, c'est que nous travaillons avant tout pour une entreprise et nous ne travaillons jamais pour des assureurs. C'est pour ça que le principe de l'indépendance vis-à-vis des assureurs est très important puisque, contrairement à d'autres statuts, le courtier ou le conseil en assurance est d'abord là pour conseiller l'entreprise. Il met en jeu sa responsabilité civile et c'est une sorte de risque manager qui est externalisé. C'est une profession réglementée puisque on ne peut pas monter un cabinet de conseil sans devoir souscrire et être immatriculé à l'ORIAS, qui est le registre unique des intermédiaires en assurance. Et c'est une profession également qui est très contrôlée par l'ACPR, c'est-à-dire l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc, vous voyez que c'est une activité qui est aujourd'hui très réglementée. Il est donc nécessaire d'avoir à notre niveau une garantie d'exploitation, une RC d'exploitation et une garantie financière. Une garantie financière, pourquoi? Parce que nous encaissons des fonds et nous avons aussi la responsabilité d'encaisser des fonds qui nous viennent de nos clients et de les reverser à l'assureur. Voilà sur les 4 points comment on peut définir un conseil, un courtier, qu'il soit en protection sociale ou dans le domaine du dommage. Donc, si on poursuit,
Après avoir simplement apporté cette définition et cet éclairage, qui est certainement évident pour tous, peut-être pas, ma question est la suivante, c'est est-ce que vous êtes déjà aujourd'hui suivi par ce que j'appelle moi un courtier conseil, ou, comme on le dit plus vulgairement dans notre activité professionnelle, est-ce que vous traitez directement avec votre assureur? Alors, on voit là-dedans certains termes péjoratifs, hein, on va vous laisser voter, mais le temps que vous devez voter, je voudrais désacraliser les choses parce qu'effectivement, quand on dit je passe par un conseil ou je passe en direct par un assureur, quelle que soit l'activité, que ce soit de l'assurance, que ce soit de l'emprunteur ou de crédit, on a parfois l'impression de penser qu'on va gagner de l'argent, qu'on va économiser des frais, euh, alors que je pense que dans certains cas, et en tout cas pour les entreprises, hein, je ne parle pas pour les particuliers, mais pour les entreprises, quelle que soit leur taille, je pense qu'il y a un vrai intérêt à être sécurisé par un conseil. Donc, nous sommes sur les votes. On laisse combien de temps, Margot, pour laisser nos auditeurs voter? On peut laisser encore quelques secondes. Pour l'instant, on a 33% de personnes qui sont suivies par un conseil et 0% qui sont en direct avec leur assureur. D'accord. Ben, donc, nous allons être entre personnes très avisées. Donc, du coup, n'hésitez pas à me poser des questions sur quelques problématiques que vous pourriez avoir avec votre conseil. Donc, on voit qu'effectivement, dans le sondage, hein, on a plus de votants, donc d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que les très petites entreprises, hein, les TPE de moins de 10 salariés, ont plutôt l'aptitude de souscrire leur contrat d'assurance santé-prévoyance, soit directement par des assureurs ou par des courtiers grossistes, où là, on n'est pas vraiment dans une notion de conseil, mais plutôt dans une notion d'offre produit, dans une logique de très bon rapport qualité-prix, alors que sur les entreprises, ce que j'appelle moi les PME, c'est-à-dire à partir de 50 salariés jusqu'à 3000 salariés, voire plus, hein, qui sont les tailles d'entreprise que GREP aujourd'hui peut avoir en client, ces entreprises ont plutôt tendance à être épaulées par un conseil en protection sociale. Alors, on va peut-être être pour certains sur des notions un peu bateau, mais je voudrais quand même apporter quelques précisions sur l'apport d'un conseil et sur les différentes étapes et son rôle. D'abord, dans un premier temps, un conseil, contrairement à, on va dire, un assureur directement, hein, et surtout sur des entreprises comme certainement vous, auditeurs, qui sont des professionnels RH d'entreprises de PME ou grandes entreprises. Le conseil va déjà vous apporter toute son ingénierie technique et financière. À savoir qu'avant de vous proposer un produit, avant de vous vendre quoi que ce soit, on va déjà mettre à votre disposition ce que j'appelle moi de la matière grise. Cette matière grise, c'est quoi? C'est d'abord des équipes avec un background très pointu et une expérience très forte dans le domaine de la protection sociale, avec un niveau d'études bien évidemment relativement élevé, à la fois spécialisé sur la technique même de l'assurance et également très spécialisé sur les relations sociales, c'est-à-dire sur la façon dont l'entreprise doit communiquer avec ses salariés sur la mise en place d'un dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on doit apporter dans un premier démarrage et dans une mission? D'abord, on doit travailler sur ce que j'appelle moi un audit technique, c'est-à-dire que en fonction de la stratégie de l'entreprise, en fonction de l'état des lieux, nous allons
ou de la situation dans laquelle se trouve l'entreprise, nous allons effectuer ce que j'appelle moi un audit technique, à savoir essayer de comprendre ce que l'entreprise dispose en niveau de garantie. Est-ce qu'il y a une coexistence de plusieurs couvertures parce qu'il peut y avoir plusieurs filiales, plusieurs entreprises? Est-ce que ce que j'appelle moi les résultats techniques sont présentés par votre assureur? Bref, on va être dans une étude très pointue de l'ensemble de la data et également être en mesure de vous benchmarker par rapport à votre secteur d'activité ou par rapport à votre taille pour commencer à réfléchir avec vous sur la conception d'un régime santé-prévoyance ou mettre en place un contrat de retraite ou d'épargne salariale. Cette phase de conception prend toujours un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'elle se fait selon la culture de l'entreprise, soit en collaboration avec vos élus, soit avec certains experts de l'entreprise qui sont soit des risk managers, soit les DRH, soit des directeurs de relations humaines ou des directeurs financiers. Autour de ça, on va également habiller le dispositif, ce que j'appelle le produit en lui-même, qui est d'abord un produit sur mesure, puisque là, bien évidemment, je ne parle pas de produits standards qui n'ont pas besoin, je dirais, d'être autant. En tout cas, ces produits standards ne s'adressent pas à des entreprises de plus d'une cinquantaine de salariés. On va réfléchir à l'ensemble des services qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire des services en matière de médecine alternative, c'est-à-dire tout ce qui est non couvert par la sécurité sociale, des services en matière de prévention, en matière de téléconsultation, liés également à l'accès à des professionnels de santé. On va en fait faire en sorte finalement que vous soyez en mesure de valoriser votre dispositif de protection sociale. Je rappelle que bien souvent, il est cofinancé entre vous et vos salariés. Donc, qui dit cofinancement, ça veut dire aussi que vous devez aussi bien valoriser ce dispositif de façon à ce que le salarié, sur sa fiche de paye, quand il voit un prélèvement lié à sa cotisation, il comprenne pour quelles raisons ce prélèvement est fait et quels sont les différents services associés. En d'autres termes, l'objectif, c'est surtout de valoriser la marque employeur et au travers des bénéfices que l'entreprise peut avoir, la protection sociale fait partie véritablement d'un levier très fort qui vient à côté de la rémunération directe et la rémunération salaire. Donc ça, c'est le travail en amont. Une fois qu'on a fait ce travail en amont, qui est très pointu, on a souvent assimilé le conseil comme quelqu'un qui va simplement placer un risque. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, n'importe quel interlocuteur qui connaît un peu la matière, même un DRH dans une entreprise, est tout à fait capable d'aller placer un risque et d'aller voir un assureur et placer un risque. Ce n'est pas la problématique de placer un risque. La problématique, c'est surtout d'être en mesure déjà de construire le bon dispositif et de trouver le vrai partenaire, l'assureur, qui sera en mesure de couvrir ce risque dans des conditions tarifaires raisonnables et de vous apporter également toute une gamme de services que l'assureur peut proposer. Donc, c'est pour moi, je dirais, un des éléments secondaires, le placement de risque. Et bien évidemment, il fait partie intégrante du métier, mais ce n'est pas ce qui va valoriser ou démarquer un courtier plus qu'un autre. Ensuite, vous êtes dans ce que j'appelle dans une phase de suivi de votre contrat, donc plutôt dans ce que j'appelle moi le run. Donc, on va passer à la slide suivante. Alors, avant d'effectivement passer sur les activités en matière de suivi, je voulais aussi faire un rappel sur la rémunération d'un conseil ou d'un courtier. Alors, pourquoi je parle conseil et courtier? Parce que, en fait, un courtier, si vous voulez, effectivement, c'est un statut. Il apporte avant tout un conseil et son mode de rémunération peut se faire à travers, on va dire, deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est ce que j'appelle une rémunération dite de courtage. C'est pour ça qu'on appelle, dans notre profession, on s'appelle courtier, qui effectivement est inclus dans la tarification de l'assureur, négocié avec le client, bien évidemment, qui est inclus dans le tarif qui est proposé. Cette rémunération
qui est une rémunération de conseil, et vous le verrez aussi quand le conseil, le courtier est gestionnaire de vos dispositifs, il y a aussi cette rémunération de gestion, mais qui est tout simplement un transfert de rémunération qui passe de l'assureur vers le gestionnaire, mais ce n'est pas une couche supplémentaire. Quand vous mettez un contrat en place, forcément, vous avez une activité de gestion qui doit être rémunérée. Alors, cette rémunération est incluse dans vos primes et elle est cofinancée, puisque votre prime, de toute façon, sur une prime de 100, vous avez une rémunération de conseil et de gestion, plus ce que j'appelle, moi, les frais de l'assureur et la marge de solvabilité de l'assureur. Et cette cotisation, finalement, et l'ensemble de ce frais sont cofinancés dans la quote-part par l'entreprise et le salarié. L'important, si vous voulez, et c'est bien pour ça que souvent aussi nous sommes challengés par les organisations syndicales et par les élus pour veiller à ce que les rémunérations, qui sont souvent en pourcentage des primes, soient toujours raisonnables et n'évoluent pas de façon excessive et parfois de façon trop forte liée à l'augmentation des primes. Donc, il est fréquent parfois que nous plafonnons nos rémunérations de manière à ce que, à travail égal, cette rémunération mécaniquement n'augmente pas autant que pourraient augmenter vos primes d'assurance. Le deuxième type de rémunération, c'est la rémunération sous forme d'honoraires. Alors, là, tout simplement, c'est une rémunération qui est versée directement par l'entreprise. Ça veut dire que le contrat n'est pas soumis à des frais de conseil proprement dit. Par contre, cette rémunération est soumise à TVA et dans ce cas-là, elle est payée à 100% par l'employeur. Voilà. Donc, c'est important d'avoir véritablement ces deux notions en tête et les deux schémas sont tout à fait possibles. Ça ne remet pas du tout en cause notre rôle et c'est une façon aussi pour vous de piloter au mieux la rémunération de votre conseil. Alors, pour la suite, dans la slide suivante, nous allons effectivement rentrer un peu plus dans les missions d'un conseil et GEREP, hein, pour ne pas le citer, qui est spécialisé en protection sociale. Hein, quand nous sommes amenés à suivre un client, on va dire un client sur une taille de l'ordre de 1000 salariés, on a plusieurs missions. Et d'abord, ce que j'appelle moi la mission récurrente, c'est-à-dire la sécurisation, on va dire, de votre contrat, le respect des clauses qui sont incluses dans votre contrat. Et là-dessus, nous avons un devoir de conseil qui permet effectivement de vous apporter tout au long de la vie du contrat des évolutions qui peuvent être liées soit à des désengagements de la sécurité sociale, par exemple, soit à des réglementations qui peuvent évoluer. Donc, j'en viens ensuite à la réglementation. Effectivement, on se doit d'être en veille constante sur la réglementation et les évolutions du marché sur le plan juridique, car dans notre domaine, et vous êtes mieux placé que moi, les textes évoluent énormément. Nous avions quelques années le contrat responsable, l'ANI, nous avons eu le 100% santé, nous avons récemment eu, pour le 1er janvier, une obligation de maintien de garantie pour les salariés qui sont en cessation d'activité, mais qui ont toujours un lien avec l'entreprise. Et bien souvent, il y a tout un formalisme juridique, hein, que ce soit, il y en a deux principalement, hein, c'est l'accord d'entreprise, donc on va venir vous aider à la rédaction de l'accord d'entreprise, ou la rédaction de la décision unilatérale, qui sont des éléments clés dans votre dispositif, puisque ils font partie intégrante des conditions d'exonération de vos charges. Donc, effectivement, on a un rôle très fort à jouer. On engage aussi notre responsabilité civile, car s'il s'avère que nous ne sommes pas au carré sur ce que j'appelle moi, sur vos actes de mise en place,
et vous pourriez être soumis à un redressement URSSAF et nous appeler en responsabilité civile. La troisième mission, qui est une mission qui est très importante, c'est le pilotage technique de vos contrats. C'est-à-dire qu'en fonction des fluctuations tarifaires, en fonction de l'évolution de votre consommation, de votre risque arrêt de travail, de votre consommation médicale, on sait qu'aujourd'hui, on est sur un marché très tendu. Nous avons fait un webinaire il y a quelque temps ensemble sur le renouvellement de vos contrats et je pense que vous avez pu percevoir que le contre-pouvoir que peut avoir le conseil d'entreprise vis-à-vis d'un assureur est très important pour véritablement objectiver ce que doit être votre cotisation de demain lorsque vous avez un assureur ou l'ensemble des assureurs qui décident d'augmenter leur prix. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de hausse de cotisation très important. Et je voulais aussi vous indiquer, mais je pense que vous le savez tous, que la valeur du PMSS, le plafond mensuel sécurité sociale, évolue quasiment de 6,9%. Donc, vous voyez que les négociations et l'enjeu financier pour vous et vos salariés sont très forts et que notre rôle aujourd'hui est de faire en sorte de minimiser au maximum l'impact financier tout en veillant à un certain équilibre technique. Alors, équilibre technique, il peut se cacher derrière aussi plein de choses, hein, évidemment. On peut soit être sur une gestion long terme, mais il n'est pas rare parfois qu'on nous demande une gestion très court terme lorsque le dispositif est piloté par des équipes achats et qui ont pour objectif, mais qui est validé aussi par la direction des ressources humaines, de négocier au plus serré l'ensemble des coûts d'assurance. Et là où ça peut être dangereux, c'est que dans le domaine de la protection sociale, l'effet yo-yo en termes de primes peut être très désastreux, notamment pour les salariés. Donc, je dirais warning sur ces sujets-là. L'objectif, bien évidemment, ce n'est pas de faire gagner de l'argent à l'assureur, c'est surtout de vous faire gagner de l'argent, d'optimiser vos conditions financières, mais d'être dans une relation avec l'assureur de négociation qui soit d'égal à égal, c'est-à-dire que vous ne soyez pas, vous, soumis à une résiliation parce que le contrat serait trop déficitaire, ou à contrario, que notre travail soit mal fait et qu'on ait des contrats qui soient trop excédentaires. Donc voilà, si vous voulez, l'aspect technique et financier. Un rôle que je voudrais rappeler également, qui n'est pas précisé, c'est notre rôle de partenaire social, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on est dans la négociation sociale un maillon très important dans l'entreprise, c'est qu'on va vraiment participer au dialogue social et on va essayer de faire converger à la fois les problématiques financières qui relèvent de la direction financière, les problématiques RH, souvent qui relèvent des ressources humaines, et le dialogue social avec les organisations syndicales. Notre objectif, c'est d'avoir une certaine neutralité, d'être surtout force de proposition et surtout de créer une sorte de consensus de façon à ce qu'il n'y ait pas une frustration de part et d'autre dans le pilotage de ces contrats. Voilà sur je dirais, le rôle et l'apport d'un courtier. Alors, je dirais que, bien évidemment, en introduction, je parlais de deux expertises très fortes. Les courtiers en protection sociale, aujourd'hui, ont deux expertises. Une expertise dite de conseil. Comme je le disais tout à l'heure, nous mobilisons des experts de la data au service de la stratégie sociale de l'entreprise. Et ça, c'est la matière grise. Mais de plus en plus, nous gérons les prestations et le paiement des prestations santé, le paiement des indemnités journalières au travers de plateformes de gestion. Pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, dans quasiment 90% des cas, les courtiers spécialisés comme nous ou les très gros courtiers généralistes sont également gestionnaires? Parce que on dispose d'une agilité très forte en matière
de process, en matière de digitalisation, que c'est une activité où la rentabilité est relativement faible et où l'on se doit d'être très vigilant sur les coûts. Aujourd'hui, les assureurs ont tendance à vouloir déléguer ces opérations de gestion parce qu'elles sont d'abord assez lourdes, parce que aujourd'hui, ce sont beaucoup plus des financiers que des prestataires de services. Alors certes, ils apportent du service en matière de prévention, en matière sur des conseils médicaux, mais ils se désengagent de plus en plus sur la gestion même des prestations, du règlement des prestations. Donc ces deux expertises-là sont très fortes. Et pourquoi il est important de les associer au sein d'un seul et même partenaire? Parce que les données gestion et les data viennent alimenter, on va dire, toute la partie conseil. C'est-à-dire que tout ce que nous allons vous apporter en reporting, en dashboard, ou alors en analyse prospective de votre consommation, que ce soit en santé ou en arrêt de travail, c'est lié aux opérations de gestion et à la data de gestion que nous avons. Cette data de gestion, elle est également traitée avec ce que j'appelle moi la DSN. Et effectivement, l'exploitation de la DSN constitue également une mine d'or en termes de données que le courtier peut exploiter quand il intègre la gestion. Voilà. J'ajouterais également que de plus en plus, mais c'est le cas aussi pour les assureurs, hein, beaucoup plus sur les services, en matière de gestion, les gestionnaires comme nous font preuve de beaucoup d'innovation, d'agilité, et notamment simplifient de plus en plus les processus de gestion au travers de plateformes digitales, à la fois pour faire gagner du temps pour les équipes RH, mais aussi pour simplifier le parcours assuré pour les utilisateurs qui sont vos salariés. Alors, on va passer à la slide suivante. Alors, petit rappel, mais ça, je pense que je suis en face de personnes qui connaissent bien le sujet, mais si demain, vous deviez faire appel à choisir votre conseil, je pense qu'il faut absolument dissocier la partie conseil et la partie assureur. C'est-à-dire que votre meilleur conseil n'est pas celui qui va vous apporter le meilleur prix en matière d'assurance. Donc, j'ai tendance à dire que dans un premier temps, il est important, avant de rentrer dans le choix de vos garanties et le choix de votre assureur, il est important d'abord de choisir votre conseil et votre gestionnaire sur des critères qui sont très simples, hein, sur la qualité du conseil, sur la matière grise, sur son expertise, sur ses références, et en gestion également sur l'ensemble des services qu'il peut apporter, et puis au travers aussi des notations que vous pouvez trouver sur Google, et au travers de références que vous pouvez avoir auprès de vos confrères DRH. Pourquoi d'abord faire le choix d'un conseil et d'un gestionnaire? Parce que vous pouvez dans un premier temps négocier sa rémunération de conseil, négocier sa rémunération de gestion, et c'est à lui après d'aller effectivement travailler sur l'ingénierie, la construction de votre plan de design et de placer le risque auprès de l'assureur. Donc, vous voyez que cette placement de risque, finalement, même si elle est importante, elle reste relativement secondaire, puisque c'est évidemment notre job et que ce n'est pas parce que votre risque est placé, et ce n'est pas parce qu'il est placé dans de très bonnes conditions tarifaires que le conseil qui vous est apporté est forcément le bon conseil. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Pour terminer, je pense qu'il doit nous rester également effectivement une dernière information à vous transmettre, c'est que l'exigence des courtiers aujourd'hui est de plus en plus forte, et cette exigence est apparue ces 5 dernières années. Elles permettent aussi de pousser les assureurs à évoluer rapidement, à évoluer d'abord sur leur souplesse tarifaire
et à évoluer sur leur capacité d'innover en termes de services. Et il est vrai que l'exigence que peuvent avoir les conseils vis-à-vis des assureurs sont sur des points tout simples, c'est-à-dire la disponibilité des interlocuteurs, la capacité à régler les litiges, le pouvoir des décisions des interlocuteurs chez les assureurs, la capacité à sortir les pièces contractuelles dans des délais raisonnables, la réactivité, la pérennité et également la politique de souscription de l'assureur, et également la solvabilité de l'assureur. Donc, vous voyez que cette espèce de contre-pouvoir que nous avons permet finalement de bien challenger l'assureur et au final, vous allez pu vous en rendre compte, vous gagnez beaucoup de temps et beaucoup d'argent puisque je rappelle que la rémunération d'un conseil par rapport à votre budget d'assurance, c'est à peine, si on est sur des fourchettes hautes, 5% de votre budget global assurantiel. Donc, j'aurais tendance à dire que ne regardez pas forcément ou n'allez pas tirer au plus serré vos prix auprès d'un conseil qui aurait tendance après à dégrader sa prestation de service, mais surtout, regardez surtout la qualité du conseil qu'il peut vous apporter et les économies ou l'optimisation de vos contrats d'assurance qu'il peut vous octroyer au travers de la négociation qu'il peut avoir avec les assureurs. Et aussi un point important, sur la capacité à vous sécuriser sur le plan juridique. Voilà ce que je voulais vous balayer ce matin. Alors, une question, je ne sais pas si nous avons une question ou pas. Oui, ma question était la suivante. Vous pouvez y répondre hein, ou nous faire passer des messages par la suite. Vous qui êtes aujourd'hui accompagné par un conseil, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez de lui et ou plutôt qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre accompagnement? C'est-à-dire que j'ai beaucoup tendance à poser cette question à des clients, c'est que qu'attendez-vous de nous et comment avez-vous envie que nous progressions? Donc ça, c'est un sujet intéressant parce que, bien évidemment, c'est souvent nos clients qui nous font progresser. Donc, on aura l'occasion, certainement, au travers de vos réponses et d'échanges ultérieurs, d'avoir votre point de vue. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur le rôle d'un conseil, sur sa valeur ajoutée. Bien évidemment, vous pouvez retrouver ce webinaire directement. Margot, tu peux peut-être nous préciser sur quelle modalité nos auditeurs peuvent à la fois nous réécouter. Alors oui, alors ce webinaire, il sera disponible donc dans notre partie, replay webinar sur MyRHline, d'ici la fin de semaine normalement. Voilà, je vous invite du coup à aller sur notre site internet pour pouvoir retrouver du coup, le webinar et puis sur notre chaîne YouTube aussi, il sera diffusé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire passer, nous serons ravis d'y répondre. Eh bien, Merci en tout cas à tous pour votre écoute. Merci à Margot, merci à notre partenaire MyRHline de nous avoir laissé une petite place sur cette tribune pour communiquer positivement sur le rôle d'un conseil. merci Olivier. Eh bien, bonne journée à tous et en Bonne espérant journée. vous revoir, très bientôt sur un de nos webinars. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.